Amis auditeurs et téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau du somptueux studio FM de Radio Centrafrique où nous allons débattre de la relance du processus de recrutement des jeunes centrafricains de deux sexes dans les forces armées centrafricaines. À titre de rappel, dans sa politique de rajeunissement et d'augmentation de l'effectif des éléments des forces armées centrafricaines prévue dans la loi de programmation militaire, le gouvernement a lancé vers la fin de l'année 2018 un processus de recrutement de 1023 jeunes. Ainsi, plus de 16 000 candidats se sont manifestés en déposant leur dossier dans les différents centres désignés à cet effet. Malheureusement, à peine démarré, ce processus a été suspendu le 18 novembre 2018. La question qui nous préoccupe est celle de savoir quelles sont les raisons de la suspension de ce processus. Pourquoi aujourd'hui la MINUSCA est-elle impliquée dans la reprise de ce processus de recrutement? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le commandant Salomon Pouna, chef du bureau ressources humaines à l'état-major des forces armées centrafricaines. Juste à ses côtés, nous avons M. Alain-Georges Ngatoua. Lui, il est le chargé de mission en communication du ministère de la Défense nationale, président du sous-groupe communication du comité de recrutement de ces jeunes. Nous avons aussi M. David Yannick Andida, secrétaire général du Conseil national de la jeunesse. Et à ses côtés, nous avons M. Maudit Bérété. Lui, il est le directeur de la réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA. Nous souhaitons donc la bienvenue à nos invités sur ce plateau. Mais une chose est sûre, ce débat est co-animé par Rufin Mapekayamo de Radio Centrafrique et moi-même Max Thierry Tévéné de la télévision centrafricaine. Nous allons directement nous tourner vers le représentant de l'état-major des forces armées centrafricaines, le commandant Salomon Pouna, pour lui demander quelle a été la stratégie que l'état-major a mis en place pour mener à bien le recrutement de ces jeunes dans les forces armées centrafricaines. Merci monsieur le journaliste, je me présente, je suis le commandant Pouna Salomon, chef du bureau ressources humaines à l'état-major des armées. Pour répondre à votre question, je crois que l'état-major, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, a décidé de recruter les jeunes centrafricaines dans les forces armées centrafricaines. Et ce travail, dont je l'ai dit tout à l'heure, en collaboration avec le ministère de la Défense, il y a un comité mixte de recrutement qui a été mis en place. Ce comité est composé du personnel de l'état-major des armées, du personnel du ministère de la Défense nationale, ainsi que nos partenaires, n'est-ce pas, de la MINUSCA et de l'EITM. Et voilà, ce processus a été déclenché depuis novembre 2018, comme prévu dans la loi de programmation militaire. Cette loi qui a prévu de recruter les jeunes, la jeunesse citoyenne dans les forces armées centrafricaines de 2018 jusqu'en 2023. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à lancer ce processus. Mais malheureusement, le processus a été suspendu. Là, on est en train de le lancer en collaboration avec nos partenaires de la MINUSCA. Le travail est en train d'être fait pour que les enfants d'ici peu puissent composer le test écrit. Alors, monsieur Alain-Georges Ngatoua, vous faites partie donc, de ce comité. Quels sont les critères qui ont été définis pour permettre à ces jeunes de pouvoir déposer leur dossier? Bon, nous n'allons pas revenir sur l'ensemble de ces critères. Vous savez que pour aller dans l'armée, il faut d'abord répondre à un ensemble de conditions. Il faut être centrafricain, il faut être jeune, de 18 à 25 ans. Lorsque vous parlez de critères, c'est comme si il y a quelques restrictions quelque part. Les critères sont nombreux. Il faut satisfaire, par exemple, je parlais de l'âge, je parlais tout à l'heure de la nationalité, mais il y a des tests d'aptitude, il y a des tests écrits, le sport, être en condition
d'aptitude pour prétendre aller dans l'armée. Ça, c'est les critères. Et après, évidemment, on va faire des vérifications pour savoir si le candidat n'a pas une poursuite judiciaire quelque part, ce qu'on appelle le vetting, les vérifications de tout ça. Donc il y a un ensemble, et c'est immense. Là, le problème qui se pose par rapport à cette relance, c'est que le commandant Pouna l'a dit, nous avons voulu définir après 58 ans d'indépendance les finalités même de notre politique de défense. Et là-dedans se trouve la question du recrutement qui découle du plan national de défense. Ce plan a été signé le 11 septembre 2017 par le président de la République et qui définit l'organisation fondamentale des forces armées centrafricaines. Il faut y faire entrer des jeunes citoyens centrafricains. Donc le caractère citoyen est à relever dans cette émission. C'est pour ça justement qu'on avait pensé faire participer à cette émission un représentant de la jeunesse, à défaut de plusieurs, et peut-être un représentant de la société civile qui n'est pas présent. Donc, ces conditions font que dans l'esprit et dans l'option du ministère de la Jeunesse, de la Défense nationale, nous avons voulu recruter 1023. Et conformément à ce plan national de défense, sur une période donnée que le commandant Pouna a rappelé tout à l'heure, sur 5 ans. Cette année 2018 que nous avons manqué, nous sommes en train de chercher à le rattraper. Vous avez parlé de relance tout à l'heure. C'est 1023 jeunes. Peut-être que au cours de 2019, c'est 1300. Et les années d'après, cela relève de ce qu'on appelle au sein de l'armée la loi de programmation militaire qui, en termes de moyens, définit un ensemble d'activités à mener sur une période donnée. C'est ce que Mme Koyara, la ministre de la Défense nationale, est allée défendre devant l'Assemblée, qui a déjà été adoptée et promulguée par le président de la République. Donc, c'est tout cela. Les conditions en fait d'entrer dans l'armée, je crois qu'il va falloir ne plus revenir dessus, d'autant plus qu'on a fait un pas important et ça n'a pas marché comme on a souhaité, à cause des interférences externes, à cause d'une tentative de politisation, je dirais même excessive, je n'ai pas peur du mot. Effectivement, nous allons donc arriver à ce niveau, mais nous avons une préoccupation de notre confrère Mapeka Yamou. Et effectivement, le chargé de mission voulait, n'est-ce pas, nous donner des précisions à propos, mais question au commandant. Mon commandant, quand on enclenche un système ou un processus et que ce processus s'arrête, c'est qu'il y a obstacle quelque part. Mais cet obstacle-là, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, s'il faut le rappeler, il y a un fort engouement de la jeunesse centrafricaine pour ce processus. Tout à l'heure, vous avez, dans votre introduction, vous avez parlé de 16 000 dossiers enregistrés. Sachant qu'on a seulement 1023 qu'on doit recruter dans les forces armées centrafricaines. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les 1023, vous voyez 16 000, 1023, faites la différence. Mais ceux qui après la visite, après l'épreuve physique, ne sont pas retenus, du coup, ils étaient mécontents. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le département de tutelle a suspendu le processus pour que on regarde clair qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème, pour qu'on puisse relancer. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a eu suspension de ce processus. Alors, une question, c'est juste pour savoir par rapport à la vision du président de la République qui a bien voulu mettre en place une armée nationale. Est-ce que, lorsque le comité travaillait pour le recrutement de ces jeunes, est-ce que vous avez travaillé dans les 16 préfectures de la République centrafricaine ou bien les 16 000 dossiers proviennent seulement de la ville de Bangui? Bien entendu, le recrutement, ça ne concerne pas seulement la ville de Bangui. Les 16 préfectures ainsi que la ville de Bangui, Bimbo et Bego. Il y a eu des équipes de recrutement qui étaient parties dans les 16 préfectures de Bangui. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis que dans les 16 préfectures, il y a 14 préfectures qui ont réussi, n'est-ce pas, leur recrutement. Mais il se pose seulement un problème dans les deux préfectures qu'il va falloir reprendre. Et je crois que pour ce relance, ces deux préfectures ont été prises en compte et on va encore repartir là-bas. Il s'agit de quelle préfecture? Il s'agit de la préfecture de Nana Mambéré, précisément la ville de Bois, et puis
Bozou, dans la préfecture de Loampédi. Les 16 000 dossiers, c'est y compris les préfectures et la ville de Bangui. Nous allons donc nous tourner vers la jeunesse, plus précisément vers M. David Yannick Andida, qui est le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse. Vous, de votre côté, comment vous appréciez déjà la démarche de ce recrutement au sein des forces armées centrafricaines? Nous pensons que le processus qui a été relancé est salutaire pour les jeunes centrafricains qui, non seulement dans l'ensemble, cherchent du travail, cherchent à avoir quelque chose à faire. Mais nous devons reconnaître que le plus gros souci qui a fait que le processus n'a pas tellement marché parce que l'information n'a pas été très bien partagée, sincèrement. Et il y a un niveau que certaines autorités ont voulu, comme d'habitude, s'ingérer dans le mécanisme de recrutement, et c'est ce qui a freiné le processus. Et si le comité devait travailler de façon libre, je pense qu'on ne devait pas arriver à ce genre de problème et que de blocage. Donc on aimerait ce que les autorités qui se trouvent dans la préfecture également, qui ont influencé le processus, puissent se mettre à l'écart et laisser le comité travailler librement pour permettre à ce que des jeunes centrafricains puissent avoir l'opportunité d'apporter leur contribution pour la défense de leur patrie. Mais qu'est-ce que vous avez fait auprès de ces jeunes? Parce que du coup, lors de la suspension, cela suscitait déjà le mécontentement de certains candidats. Vous, de votre côté, au niveau du Conseil national de la jeunesse, quel a été votre apport pour pouvoir calmer l'ardeur de ces jeunes? Nous avons rappelé à nos jeunes que dans la vie, nous sommes dans le monde de la compétition. C'est que c'est une compétition, ils voient une compétition, et que dans une compétition, c'est le principe de la sélection. On ne peut pas retenir tout le monde. Et c'est un travail de conscientisation. Vous le savez bien que le plus grand souci, c'est d'avoir une armée non seulement républicaine et citoyenne. C'est des jeunes qui s'engagent pour la défense de leur patrie. Et quand ces jeunes n'ont pas cet esprit républicain et citoyen, cela risque de jouer sur l'ensemble du processus à l'avenir. C'est un travail de conscientisation que nous avons travaillé à le faire. Nous avons noté également la participation et l'implication de nos représentants qui sont dans les provinces dans le processus de recrutement. Cela permet à ce que les intérêts de nos pères jeunes soient protégés à un niveau. Et donc, nous continuons à faire ce travail de rappeler nos jeunes frères à adopter un comportement citoyen et responsable. Parce que s'ils s'engagent pour être au service de leur patrie, ils doivent aborder un certain nombre de comportements. C'est ce travail que nous continuons de le faire. Nous ne baissons pas le bras. Et vous savez que tout le problème de notre pays, surtout, il y a un problème d'instruction, de l'éducation qui se pose. Et donc, chacun joue sa partition. Nous faisons notre rôle pour conscientiser nos jeunes frères à adopter des comportements citoyens et responsables. Alors, monsieur Alain Georges Ngatoua, vous faites partie de ce comité. Qu'est-ce que vous avez pu déplorer pour que le processus soit suspendu? Mais je crois que je l'avais évoqué tout à l'heure. J'ai parlé des implications, des interférences. J'ai parlé de politisation lorsque j'ai été interrompu. Mais je crois que tout le monde ici, sur ce plateau, aussi bien dans le pays, tout le monde sait par le passé comment ça s'est déroulé pour que nous en arrivions à une situation qu'on a connue autour de l'année 2012. Un recrutement qui a tourné, c'était, comme on l'appelle, un fiasco total. Et ça fait que les jeunes, eux aussi, ils en ont pris conscience. On leur a demandé de payer une somme pour se faire enrôler dans l'armée, alors qu'ils y allaient, comme disait notre jeune frère du CNJ. Pour défendre la patrie. Pour défendre la patrie. Ils s'engagent pour la défense de la patrie. Donc c'est des patriotes qui s'engagent pour la défense de la patrie. On leur a demandé, on a monnayé, si vous voulez, le recrutement, et ça a tourné très, très, très mal. Et on a dit qu'on ne devrait plus reprendre avec ce principe. Et c'est pour ça que lorsque, au lycée Marie-Jeanne Caron, pendant l'épreuve écrite avec l'absence de communication qui n'avait pas vraiment circulé, beaucoup de personnes ont tenu se trouver dans l'enceinte. Ça a posé un problème de sécurité. Chacun voulait faire passer son candidat, et le président de la République a décidé de se soir à l'ensemble de toutes les opérations qui sont liées au recrutement au sein des armées. Et sur la lancée, le président de la République, en s'inspirant de l'expérience que la MINUSCA a eue, en organisant le recrutement des FSI, le président de la République... 500 gendarmes et policiers. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés, mais ça s'est bien terminé.
Et les 500 jeunes se trouvent actuellement à la fois au sein de la gendarmerie et à la fois au sein de la police nationale. Et fort de ce principe, le chef de l'État a dit, après concertation avec, au niveau de cette instance, de confier la responsabilité à la MINUSCA. Et je dois aussi rappeler que même pour le présent recrutement qui traîne en longueur, la MINUSCA avait donné les premiers moyens, parce que vous voyez les villes, la configuration de notre République. Pour aller à Nola, organiser le recrutement sur une période absolument limitée. Pour aller à Obo, prendre les dossiers là-bas et aller à Birao, nous l'avions fait. Mais nous nous sommes appuyés, si vous voulez, sur la MINUSCA. Je crois qu'il est bon que la MINUSCA puisse faire état de cela avec les moyens qui sont déployés, avec ce qui se fera, parce qu'à l'heure où nous parlons, tous les dossiers ont déjà été transférés à la MINUSCA. Heureusement, nous avons un représentant de la MINUSCA sur ce plateau, en la personne de M. Maudit Bérité. Comment vous appréciez donc l'implication de la MINUSCA dans ce processus de recrutement? Ok, merci beaucoup. L'implication de la MINUSCA vient en droite ligne du partenariat et de l'engagement commun que nous avons, nous, en tant que mission des Nations Unies et la communauté internationale, a établi avec le gouvernement centrafricain. Il n'y a pas lieu ici de rappeler les détails du cadre d'engagement mutuel, de rappeler aussi le mandat que la MINUSCA a et qui est fondé sur une appréciation commune des problèmes que connaissent la Centrafrique, y compris les problèmes de sécurité, qui est fondé aussi sur une appréciation commune en termes d'orientation sur les solutions à y apporter. Et tout ce qu'on a vu et que M. Ngatoa vient de citer, le fait que la MINUSCA par le passé se soit impliquée pour le recrutement des policiers, le recrutement, comme on appelle, de l'administration pénitentiaire aussi, et tout cela vient en droite ligne dans ce partenariat qui est réellement fondé sur cette appréciation très très claire que si on veut aller de l'avant, il faut apporter du changement. Et le cadre du changement a été élaboré, mis en place par le gouvernement. Dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité, elle passe par la mise en place d'une politique nationale de sécurité aujourd'hui et qui est soutenue par une stratégie de réforme du secteur de la sécurité qui dit clairement quel type d'armée, quel type de police, de gendarmerie ainsi que les autres forces des corps habillés il faut pour la République centrafricaine. Sans aller trop dans les détails, tous ces documents retiennent que les forces armées centrafricaines doivent être d'abord représentatives des populations centrafricaines. C'est tout à fait simple que quand un centrafricain voit quelqu'un en uniforme, quelle que soit son appellation, qu'il soit FACA ou gendarme ou qu'on l'appelle policier, il s'y reconnaît, c'est son cousin, c'est son frère, et il vient du même terroir et c'est quelqu'un qui le représente. Cela aussi demande beaucoup d'autres principes, les principes qui se nourrissent des erreurs du passé. Quand on vient dans le domaine du recrutement, l'un des principes qu'il faut et que le gouvernement essaie de mettre en avant aujourd'hui dans notre partenariat, c'est que les recrutements doivent être un processus transparent. Donc cela nous met à l'abri de toutes les interprétations, des frustrations, etc. Et aussi, M. Ngatoa l'a signalé, en plus de la transparence, il faut que ce soit des processus qui soient librement accessibles et facilement accessibles par la population. Donc il n'y a pas de barrière. Les barrières, ça peut être payer de l'argent parce que celui qui n'a pas d'argent n'a pas la même chance. Les barrières, c'est ne pas pouvoir s'appuyer sur des relations familiales, etc. pour avoir accès au recrutement, etc. Donc voilà un peu le cadre, le socle sur lequel la MINUSCA s'est engagée à travailler avec le gouvernement centrafricain pour faire ce travail-là. Maintenant, en s'y engageant, premièrement, dans cette première phase, la MINUSCA s'est réellement mise dans une posture d'accompagnement. Parce que nous avons déjà une expérience au niveau de la police et de l'administration pénitentiaire, nous avons dit que nous pouvons continuer à accompagner le gouvernement, faire en sorte que là où le gouvernement n'a pas accès en termes de logistique, nous puissions y aller, l'accompagner aussi en utilisant une plus forte ouverture vers la société civile, et vers les élus locaux, etc. C'est pour cela que les conseils, d'ailleurs ce n'est pas la MINUSCA qui l'a demandé, le ministère était tout à fait dans une posture d'ouverture, en faisant en sorte que ces recrutements ne se fassent pas dans les casernes militaires. Vous avez vu que c'est les mairies qui ont été pris comme lieu de dépôt de candidature, d'information, etc. C'est un peu dans un mouvement, un esprit de rapprochement des populations, des élus qui doivent servir d'interface entre l'armée et les populations. Et nous avons accompagné en facilitant dans certaines mesures l'organisation. L'organisation, ce n'était pas seulement le transport, c'était la reproduction
de certains documents qui permettent, comme on appelle, que le recrutement se fasse. C'était aussi la provision de la sécurité, parce qu'il y avait des équipes disséminées un peu partout sur le territoire, dans une certaine ce qu'on appelle plage de temps, et il fallait s'assurer que partout où les équipes FACA ont été déployées pour aller faire le travail, ces équipes soient bien sécurisées. Enfin, en faisant ce travail, la MINUSCA a servi, avec EUTM aussi, d'éléments de conseil à nos partenaires nationaux. L'élément de conseil, c'est que ce recrutement, c'est un événement qui était prévu pour 2018, mais qui est le début d'une série de recrutements, donc sur 5 ans. Le plan national de défense, qui lui aussi découle du cadre que le gouvernement a mis en place, que j'ai cité ici, la politique, la stratégie de RSS. Le plan national de défense, c'est le plan qu'il faut pour le ministère, qui est mis en place pour le ministère de la Défense, prévoit un format d'armée dans 5 ans. Et ce format d'armée, pour le mettre en place, il faut des départs à la retraite. Les partenaires comme les États-Unis, l'Union européenne se sont mobilisés pour que ces départs soient, mais à la place des départs, il faut aussi du recrutement. Donc ce recrutement, il est prévu 1300 chaque année de jeunes pendant 5 ans qui doivent venir. Et c'est une occasion pour moi de rappeler, dans le cadre de ce partenariat, de profiter de la présence du Conseil de la jeunesse, que je vois qu'il y a une posture très très consciente et responsable, d'envoyer le message à la jeunesse que c'est un processus. C'est vrai qu'il y en a qui se sentent défavorisés parce que l'âge aussi, je pense, compte, mais c'est un processus sur plusieurs années. Et aussi, dans le cadre de la conscientisation, de faire comprendre que le changement va aussi avec le changement de mentalité. Et que les jeunes, c'est vrai, il y a des conditions économiques difficiles. On ne veut pas rejoindre les forces armées de son pays juste pour être fonctionnaire. On rejoint les forces armées de son pays parce qu'on doit faire des sacrifices. Et je l'ai mentionné, autant on dirait que le gouvernement fera l'effort pour que les Centrafricains se reconnaissent à leur armée, il faut que les futurs soldats fassent l'effort qu'ils puissent réellement être reconnus par les populations centrafricaines, c'est-à-dire qu'une nouvelle armée avec de nouvelles attitudes, en termes de vocation et en termes d'engagement pour servir. Alors, M. Maudit, pour rassurer les candidats et avec les moyens dont dispose la MINUSCA, quand est-ce que vous allez démarrer le processus et cela va durer combien de temps afin de rattraper le temps, puisque c'est une question de programmation annuelle? Ok, la programmation annuelle est du ressort exclusif bien sûr du gouvernement, parce qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas du ressort de la MINUSCA. C'est vrai que les plans sont là, et les plans sont basés sur les calculs mathématiques de combien il faut de format d'armée, qui est dans les pratiquement 9800 militaires sur 5 ans. Mais il y a bien sûr des contingences qui prennent des décisions politiques, telles que les contingences budgétaires, est-ce qu'il y a l'argent pour réaliser cela? Et il y a aussi les contingences politiques en termes de distribution de responsabilités, parce qu'il n'y a pas que les forces armées centrafricaines qui demandent à recruter sur les 5 ans à venir. Il y a la police, la gendarmerie qui ont leur plan de recrutement, les eaux et forêts ont leur plan de recrutement. Nous avons vu que la protection civile avec les corps de sapeurs-pompiers est en train de monter en puissance, etc. Et là, c'est les niveaux politiques nationaux auxquels nous ne nous mêlons pas. Nous amenons quand même notre assistance technique pour voir un peu comment créer les équilibres en termes de fonctionnement, comment créer les équilibres en termes aussi, comme on appelle, de mise en œuvre de ces plans-là, et y compris comment susciter plus de mobilisation de la communauté internationale autour de ces plans, parce que tout cela est basé bien sûr sur le constat de l'insécurité et des solutions à poser pour l'insécurité. Et les solutions à poser pour l'insécurité, c'est bien sûr qu'il y ait des forces centrafricaines en nombre sur le territoire centrafricain, qu'ils aient de bons équipements et de bonnes formations pour faire leur travail, mais aussi, part de ce diagnostic, qu'ils aient de bons comportements, donc qu'ils soient bien contrôlés pour qu'ils puissent bien travailler avec les différents segments de la population. Donc voilà un peu l'accompagnement que nous faisons sur le moyen terme avec le gouvernement, et constamment nous apportons notre expertise. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, il faut le dire ici. Et nous avons une forte mission de l'Union européenne qui s'appelle la mission de formation EUTM, qui fait beaucoup d'investissements dans la formation des militaires. Nous avons des partenariats bilatéraux aujourd'hui qu'on voit. Vous avez vu que quand ces gens sont formés, ils sont équipés par la Russie, et que si je prends les forces armées, les États-Unis donnent des véhicules, la Chine donne de l'équipement, et que, in fine, l'un des objectifs de la stratégie nationale, c'est que ces gens soient déployés, les soldats en uniforme, auprès des populations, et que la MINUSCA est en train de faire ce travail avec le gouvernement. Donc, ça prend un partenariat qui est très très complexe, mais qui ne peut réussir que si
les ressources, c'est le lieu de dire, les ressources essentielles qui sont les ressources humaines, sont réellement de bonnes ressources. Et ces bonnes ressources, comment est-ce qu'on peut les obtenir? On les obtient par la formation, mais on les obtient aussi par le recrutement. Donc il faut qu'il y ait de bons jeunes centrafricains conscients qu'ils doivent servir l'armée centrafricaine et les populations centrafricaines, qu'ils rejoignent les forces armées centrafricaines. Nous allons donc nous tourner vers l'état-major pour poser cette question, peut-être qui fâche, hein, en ramenant ou bien en impliquant la MINUSCA dans ce processus. Peut-on dire que l'état-major a failli à sa mission? Non, je ne dirais pas que l'état-major a failli à sa mission. Vous savez, ce n'est pas la première fois que l'état-major a organisé le recrutement dans ce pays. Je crois que mon frère comment vous appelez, mon frère d'en face, mon frère Simplice disait tout à l'heure que il faut laisser les techniciens faire leur boulot. Quand il y a certaines autorités qui s'impliquent dans le processus, ça rend difficile la tâche. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer, n'est-ce pas, l'implication accrue de la MINUSCA dans ce processus. Parce que cela ne veut pas dire que l'état-major a raté cette mission. C'est parce qu'il y a des en dessous et qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à ce niveau. Et pour moi, c'est l'occasion maintenant de prendre conscience de tout ce que nous faisons dans ce pays. Parce que quand on fait un travail, laisser les techniciens faire leur boulot. Si ça ne marche pas, mais on dit dans l'armée, il y a la sanction et il y a l'encouragement. Si ça ne marche pas, on sanctionne. Si ça marche, ben, on ne peut que féliciter. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Alors, monsieur Alain Georges Ngatoua, en tant que membre du comité d'organisation, aujourd'hui, les dossiers sont transférés à la MINUSCA. Comment vous allez faire le suivi? Et dites-nous, peut-être pour rassurer les candidats qui seront retenus au cours de ce processus, comment va se dérouler leur formation sur le terrain? Bon, avant de parler de formation directement, j'avais souhaité au départ qu'on puisse recentrer le débat sur la reprise du processus. C'est ça qui est important. Parce que depuis novembre, il y a eu une interruption jusqu'à ce que la MINUSCA soit responsabilisée et les dossiers transférés à la MINUSCA. Actuellement, il y a l'unité informatique qui a fait un travail colossal pour déceler les irrégularités, pour corriger et ensuite relancer le processus. Après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, Madame le ministre de la Défense a mis en place un petit comité qui est allé rencontrer les députés qui ont demandé l'annulation pure et simple de ce processus. Alors que des moyens avaient déjà été déployés, moyens considérables, avaient déjà été déployés pour que le recrutement se fasse normal. Donc, les deux parties, c'est-à-dire le ministère de la Défense, accompagné par la MINUSCA et le Parlement, donc la représentation nationale, se sont entendus pour que tout ce qui a été fait, on va les conserver pour repartir sur cette base-là, c'est-à-dire les dossiers déjà recrutés, traités, les dossiers déjà recueillis et traités, maintenant relancer le processus. Donc après la conférence de presse de Madame le ministre, qui devait annoncer de manière officielle la relance du processus, il est question aujourd'hui de remettre à jour le chronogramme avec des nouvelles dates. C'est ce que nous avons fait. En harmonie avec l'état-major, en harmonie avec la MINUSCA, de nouvelles dates ont été mises en place. C'est de cela justement que nous devons parler ici, sur cette table. C'est-à-dire que quoi? Que après cette table ronde, nous avons programmé les tests écrits avec tout le monde, avec tout ce qui avait introduit un dossier. Évidemment, écarter les dossiers irréguliers, parce que évidemment la cellule informatique de la MINUSCA en a décelé pas mal d'irrégularités, on a essayé de corriger. Je vais prendre la parole sur le responsable, à la place du responsable de cette unité. Après cela, on a décidé de programmer la reprise du test écrit à partir du 27 janvier, donc dimanche, le 27 janvier. Voilà. Et je crois que c'est l'une des raisons les plus importantes de cette rencontre d'aujourd'hui. Les listes traitées par la MINUSCA ont été affichées dans les lieux. Si vous allez à Bimbo, vous allez trouver les listes des candidats, avec des indications précises sur les lieux. Vous allez à Bégua, à la mairie de Bégua, vous allez trouver les listes que la MINUSCA a élaborées, apprêtées, et sous le label du ministère de la Défense, ces listes sont affichées là-bas. Donc dimanche, il y aura test écrit dans 2 centres d'examen, que sont le lycée technique,
et le lycée Marie-Jeanne Caron-Coucon. Là, c'est pour les candidats de la ville de Bangui. Non, les candidats de Bimbo et de Bégua. Donc, oui. Donc, toute la périphérie de ces deux communes. Les candidats qui sont inscrits, environ 1800 quelques pour Bimbo et 2226, je crois, pour Bégua. À l'heure où nous parlons, et les annonces ont été faites à la radio, par vos soins, les communiqués ont été diffusés. Les communiqués de Madame le ministre de la Défense ont été diffusés abondamment d'ailleurs, pour que les candidats soient fixés. Certainement qu'ils ont découvert, en voyant les listes et leurs noms et les lieux où ils devront composer, ils iront samedi 27. C'est de cela, normalement, que nous devons parler. Mais on ne pouvait pas faire abstraction de ce que les uns et les autres ont apporté, de ce que l'état-major a fait, en prélude à cela, de ce que la MINUSCA a fait. Par exemple, la révision, le traitement des données qui ont permis que ces listes soient élaborées. Nous en sommes ici, premièrement. Donc, il y a des dossiers. Nous verrons plus tard. Pour la suite, il y aura les 8 arrondissements de Bangui qui vont aller dans les centres d'examen qui seront indiqués pour que, au plus tard, avec toutes ces opérations, c'est-à-dire les visites médicales, les tests d'aptitude, les vetting, c'est-à-dire les vérifications, parce qu'il faut avoir un bon comportement, une bonne moralité pour aller dans l'armée. Tout cela est pris en compte pour qu'à partir du mois de mars, on ne puisse plus parler de ce recrutement qu'en termes de formation des jeunes recrues. Voilà où ce que nous en sommes, et je le dis sous le contrôle de notre ami de l'état-major, que le recrutement doit normalement reprendre et se poursuivra selon un chronogramme qui est tracé en harmonie avec la MINUSCA. Mais on ne donne pas encore trop de détails dessus. Peut-être que Oui, M. Boudjir. Voilà, non, c'est bien, M. Ngatoua, vraiment de recadrer et recentrer le débat autour de cette préoccupation de la reprise. Effectivement, ce week-end, ça reprend. Et avec la précision, je pense qu'on doit très bien insister là-dessus, que c'est la périphérie de Bangui, Bimbo et Bégua, qui vont composer ce week-end, c'est-à-dire le 27 dimanche. Donc, mais qui composent dans Bangui intramuros. Mais le week-end suivant, c'est-à-dire le week-end du 3 février, ce sera les candidats des 8 arrondissements de Bangui qui vont compétir dans les mêmes centres, mais dans, comment ce qu'on appelle, toujours à Bangui. Donc ça, c'est tout à fait d'importance. Maintenant, vous aviez posé la question sur le rôle de la MINUSCA dans cette relance, etc. C'est effectivement le mention qui a été fait. Le travail préliminaire qui avait été fait, c'était un travail, comme vous l'avez dit, qui était considérable, avec les équipes du ministère et des FACA qui ont travaillé à enregistrer les dossiers des candidats, à informatiser la base pour que ces listes soient. Et comme tout travail humain, il y a effectivement des moments où il y a, comment ce qu'on appelle, il peut y avoir des flottements. Le flottement n'est pas dû à des erreurs professionnelles ou à une mauvaise intention. Et je pense que ce qu'on a connu pour le 18 novembre, c'était réellement les pressions dues aux limitations de temps. Et vous devez vous rappeler que les candidats ont fait le concours, les tests sportifs, et que c'est le lendemain seulement qu'ils sont venus, et qu'il y a eu ce problème de temps qui a été couplé avec un problème de manque d'information que tout le monde sait maintenant. Le manque d'information, les candidats ne savaient pas qu'il avait été imposé le principe de numerus clausus. Puisqu'il n'y a que 1000 candidats au bout qui doivent sortir, on avait dit que dans la région de Bangui, il y avait 12 000 candidats comme ça, et que sur les 12 000, moins de 5 000 peuvent composer pour qu'on ait le quota pour Bangui. Maintenant, cela a été rattrapé, dans le sens où tous les jeunes qui ont fait le test physique doivent venir compétir. Ça a des conséquences bien sûr en termes logistiques qui fait qu'on est obligé d'avoir plus d'espace pour travailler, des conséquences en termes de correction, etc. Mais le ministère a fait le sacrifice de laisser la chance à tous les jeunes de venir compétir pour que sur la base de cette compétition-là, ce que le conseil de jeunesse appelle réellement c'est de la compétition. Et je pense qu'il faut rappeler encore aux jeunes que ça ne sert à rien d'aider le camarade puisqu'il n'y a pas assez de place. Donc il faut réellement que ce soit une compétition et que sur la base de cette compétition, les meilleurs de ces jeunes qui ont une bonne performance sportive, parce que l'état-major FACA a ses critères sportifs, et qui ont une bonne performance en termes de connaissances, ils seront soumis aux dictées
Ils seront soumis à un test de culture générale avec des questions sur les mathématiques, etc. Ce dont les FACO ont besoin, en fait, comme minimum en termes de connaissances pour que l'on puisse être soldat, ils seront soumis à ces tests-là. Il faudrait que ces jeunes qui sont les mieux dans ces tests-là soient ceux-là qui réellement rejoignent les forces armées centrafricaines. Et je voulais aussi profiter pour dire rapidement que pour les provinces, on a effectivement parlé de 14 provinces, Oui. Juste ajuster comment on appelle l'information donnée par le commandant Pouna. Il y a effectivement les provinces de la Haute-Coteau, c'est Bria, c'est bien ça. Voilà la Haute-Coteau où on n'a pas encore fait le recrutement et où nous sommes, le ministère est en contact avec les autorités locales, donc le ministère de l'administration territoriale, pour que le recrutement soit organisé localement. Donc ça, c'est la province où le recrutement n'a pas eu lieu. Et la deuxième province, c'est le Bamingui Bangoran, qui est un délai, voilà, où le recrutement n'a pas eu lieu. Maintenant, les cas que le commandant mentionne, c'est effectivement des cas où il y a eu des allégations qu'il y a eu une forme d'influence ou de pollution du recrutement. Et la position du ministère là-dessus, c'est encore de faire appel à la MINUSCA pour dire qu'il y a des jeunes qui sont allés se présenter, qui ont constitué le dossier et qui se sont soumis au test localement, mais il y a des allégations que je pense que l'allégation principale, qu'il y a des jeunes qui n'étaient pas résidents dans ces provinces-là, ont dû composer pour entrer dans les quotas provinciaux. Donc ils nous ont demandé, et nous sommes en train de mettre à contribution la police de la MINUSCA pour travailler avec les autorités centrafricaines encore une fois, et pour qu'on puisse faire des investigations dans ces allégations-là et voir quelles sont les décisions qui doivent être prises pour cela. Enfin, pour ce qui concerne notre contribution, tout au long de ce processus, c'est juste une répétition. Nous sommes en train de dire que ce recrutement, il est très bien, mais il doit être suivi d'autres recrutements. Et donc, il faut que nous travaillions avec le gouvernement pour que l'on mette en place les meilleures procédures, les meilleures modalités et les meilleures infrastructures pour professionnaliser le recrutement. Donc ça, c'est un engagement que nous avons pris conjointement avec l'Union européenne, avec la mission de formation de l'UITM, où le ministère nous a demandé, conformément encore au plan national de défense, de mettre en place des centres permanents pour le recrutement. Le plan prévoit 3 centres permanents, et même nous nous avons dit que peut-être en 2019, si nous arrivons à mettre sur Bangui un seul centre où nous aurons des militaires professionnels chargés des ressources humaines et du recrutement, et les jeunes pourront être informés et venir continuellement déposer leur dossier. Et nous nous sommes dit que ce centre peut profiter aux autres corps, et c'est aujourd'hui la position du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait un centre qui soit permanent, mais aussi qui soit élargi et unique aux autres corps, pour que tous les autres corps qui doivent faire des recrutements puissent passer par ce centre-là. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà, donc nous allons presque à la fin de la première partie de notre débat sur la reprise ou bien la relance du processus de recrutement des jeunes dans les forces armées centrafricaines. Nous allons donner l'opportunité à M. Alain Georges Ngatwa, qui est chargé de la communication, de lancer un appel à ces jeunes par rapport aux différentes dates prévues pour ces activités. Bon, les dates sont connues. Nous allons poursuivre la communication autour du processus pour qu'au fur et à mesure qu'on va aller dans la réalisation du chronogramme, que les dates soient reprécisées, parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres interférences, d'autres événements qui puissent nous amener à éventuellement changer de date, évidemment en harmonie, en synergie avec et l'état-major et la MINUSCA et le département de la défense nationale. Je voudrais rebondir avec votre permission très rapidement sur quelque chose. Là, il y a des dossiers que nous avons. On va prendre 1000 personnes après, au bout du compte. Alors, donc, par rapport à ce qui va se passer plus tard, il était opportun de laisser passer le jeune simpliste qui est parmi nous. Mais je dirais simplement que pour assurer les gens, tu parles d'appel aux jeunes, il y aura leurs dossiers qui vont rester à la MINUSCA. Ils vont aller dans les banques de données. Et le représentant de la MINUSCA a précisé que c'est une banque de données dans laquelle on peut puiser à chaque fois que nous aurons, qu'il y a lieu de faire des recrutements pour les autres corps habillés. Mais c'est pour surtout éviter aussi que les gens n'aient plus à fournir d'autres éléments dans ces dossiers, parce que vous savez que nos amis de province, nos frères et nos compatriotes, ils ont annoncé quelque part, ils ont fait savoir, par le biais de leurs représentants à l'Assemblée nationale, qu'ils éprouvent assez de difficultés pour constituer les dossiers. Vous voyez comment ça se passe dans les administrations en province.
ou bien les administrateurs, eux, se trouvent à Bangui, il va falloir attendre. Donc ça crée beaucoup de difficultés. L'idée d'une banque de données est idéale à mon avis. C'est ça que je voulais dire. L'idée des centres de recrutement également, mais par rapport aux localités où il y a des allégations de fraude, où les gens sont déplacés pour aller se faire enregistrer à la place des locaux eux-mêmes, je crois qu'avec la MINUSCA, il y aura une série d'enquêtes, de recherches, d'investigations qui vont être menées pour nous permettre de connaître la vérité franchement par rapport à ça. Donc, pour ne pas nous répéter, j'ai dit simplement, puisque vous posez la question sur les dates, on doit rassurer la jeunesse, faisons les choses progressivement. Je l'avais déjà dit, M. Maudit l'a dit également, le 27, nous allons faire les tests écrits. C'est pour ça qu'il est bon qu'au cours de cette table ronde, nous reprécisons ces dates-là. Plus tard, il l'avait déjà annoncé, et moi également, et je crois que M. Pouna également, le commandant Pouna, pardon, également avait rappelé que la suite commencerait peut-être le 28 janvier pour les affichages, et c'est probablement les tests écrits pour la ville de Bangui, donc les 8 arrondissements, ce sera autour du 3 février, sauf erreur de ma part, sauf difficulté de dernière minute, ces dates peuvent être retenues par la jeunesse citoyenne de notre pays, ceux qui désirent, et on l'a senti dans les propos de la jeunesse, même déjà au lycée Marie-Jeanne Caron, les jeunes nous ont fait savoir, enfin ils ont fait comprendre qu'ils étaient prêts à s'engager pour la défense de leur patrie. Je crois que ces appels suffiront pour l'instant. Alors, un dernier mot, M. David, à l'intention des candidats. Je voulais souvent rappeler à mes pères jeunes que c'est un processus qui est transparent. Et quand le processus est un processus transparent, cela donne une égalité de chance à tous les jeunes. Donc, que des jeunes qui veulent s'engager pour la défense de leur patrie sachent que c'est une compétition. Et c'est une compétition, c'est la loi de la nature, elle est sélective. Et donc, qu'ils se préparent sur le test écrit parce que c'est une compétition et qu'ils adoptent un comportement responsable. L'armée, c'est la discipline. L'armée, quand on s'engage dans l'armée, ce n'est pas pour devenir riche. Parce que si on veut devenir riche, on fait le commerce. Mais quand on s'engage dans l'armée, c'est pour la défense de la patrie. Et dans ce sens, il faut adopter un comportement responsable. Et donc, nous pensons que nous, c'est des contributions de ce genre, un appel à la conscientisation et à la responsabilisation de nos jeunes frères que nous le faisons tous les jours pour apporter nos modestes contributions pour que cette jeunesse soit vraiment une jeunesse citoyenne. Un dernier mot pour le commandant Salomon Pouna sur ce processus. Bon, je pense que, comme a dit Sylvain tout à l'heure, je crois que David, pardon, excusez-moi. Comme a dit David tout à l'heure, la vie, vraiment, c'est une perpétuelle compétition. Le 27, les jeunes de Bimbo et Bégoua vont composer, mais c'est un test qu'on va sélectionner les meilleurs. Ça, il faudrait que tout le monde le sache. On ne va pas prendre tout le monde. Comme je l'ai dit au début, selon le plan national de défense, le recrutement, c'est de 2018 jusqu'en 2023. Ceux qui n'auront pas la chance d'être retenus pour cette année, je crois que l'année prochaine, en 2019, si vous voulez, on va faire le recrutement 2020 jusqu'à 2023. Donc, qu'ils soient calmes, qu'ils se tranquillisent, le pays pense à eux. Et je crois que c'est le message que je lance à l'endroit de la jeunesse citoyenne qui s'engage, qui veulent vraiment venir servir leur armée. Moi, je profite de ce micro, n'est-ce pas, pour féliciter la jeunesse centrafricaine parce que l'engouement de la jeunesse aujourd'hui pour ce recrutement, je crois que c'est à féliciter. Ça veut dire que c'est des gens, c'est des jeunes qui veulent servir leur patrie, qui aiment leur pays pour défendre leur pays. Donc pour moi, c'est à féliciter et je les encourage, n'est-ce pas, à aller dans ce sens, à ne pas faire le désordre pour que l'image des jeunes soit ternie devant nos partenaires ou bien aux yeux du monde. Je crois que c'est ce message-là que je lance, n'est-ce pas, à l'endroit de nos jeunes centrafricains. Voilà, c'est presque la fin de cette première partie de notre débat sur la relance du processus de recrutement des jeunes dans l'armée centrafricaine. Nous allons dans quelques instants passer à la version en langue nationale.